Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture. Aujourd'hui, je vous parle d'un endroit que je n'ai jamais visité. Il s'agit de la maison d'édition Édito, située sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Je suis là à la rencontre de Maude Ankawa qui vient de publier un livre chez Édito qui s'appelle Kilomètre Zéro. Et c'est de ça qu'on va parler. C'est particulier pour moi parce qu'il s'agit d'un roman. Vous savez que d'habitude, je propose des livres plus axés sur la gestion, l'économie, ce genre de choses-là. Mais ce livre-là, vous allez l'adorer parce que ça raconte une histoire qui va vous apprendre toutes sortes de leçons. Et donc, avec Maude, on va aller à cette découverte-là. Alors, avant d'aller dans le livre, j'aimerais quand même prendre un moment pour présenter Maude. Alors, Maude, parle-nous un petit peu de nous. Nous, on a sympathisé, on se tutoie. Dis-nous, qui es-tu et que fais-tu? Tu as un parcours de femme d'affaires, toi, a priori. Oui, alors moi, je viens du monde de l'entreprise, puisque j'ai eu un parcours des études en finance, en expertise comptable, et puis après, j'ai basculé très vite vers l'entreprise. J'ai monté une agence de publicité dans les années 2000. Et puis, un petit peu avant d'ailleurs, on a vendu en fait dans les années 2000. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers ces métiers de l'Internet, nouvelles technologies. On a monté un moteur de recherche qu'on a vendu à Dassault 10 ans après. Donc c'était une très belle aventure, mais aussi une espèce de passion dans laquelle on est. Et on ne se rend pas compte que finalement, on peut perdre nos propres valeurs alors qu'on est passionné dans ce qu'on fait. Donc beaucoup d'embauches, beaucoup de déplacements, de voyages, des rencontres, beaucoup de stress. Beaucoup de stress, mais finalement un stress positif qui nous amène à créer autre chose. Et moi, ce qui me passionne dans les entreprises, c'est vraiment ces relations humaines et cette observation de ce qu'on peut devenir et de ce qu'on peut faire ensemble. Parce que quand on met son pouvoir au service de l'entreprise et non plus son pouvoir sur les autres, mais pour les autres, quels que soient nos échelons, en fait, finalement, on a tous ce pouvoir à exercer, mais quand on le fait pour les autres et pour le projet, alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Bon, alors voilà déjà un petit clin d'œil à des leçons que ce magnifique livre vous réserve. Donc c'est un roman, c'est une histoire très simple, hein? C'est l'histoire de Maëlle qui un jour reçoit un appel d'une de ses proches amies qui est grièvement malade et qui lui demande « Hey Maëlle, il faut absolument que tu ailles au Népal chercher de l'information pour moi. J'ai un ami Jason là-bas qui va te donner quelque chose et ça va m'aider moi dans mon rétablissement. » Alors avec un peu d'hésitation, voilà quand même que Maude, pour aider... Oui. Excuse-moi, je vais faire la... Mais c'est vrai que c'est un peu la même chose en même temps. Oui, mais Maëlle, oui, bien sûr. Alors Maëlle part en voyage et finalement c'est un voyage vraiment initiatique. On voyage au Népal, donc juste ça, en passant l'écriture est très belle. J'ai beaucoup aimé lire votre livre. Alors elle fait toutes sortes de péripéties, ils font un long voyage, un long périple là, dans le magnifique pays du Népal. Elle rencontre différentes personnes, y compris un beau Mathéo, qui lui apporte toutes sortes de leçons et toutes sortes de frissons et de sentiments. Donc un vrai roman qu'on prend plaisir à lire, mais dans ce roman-là se cache... c'est-à-dire se révèlent toutes sortes de leçons vraiment intéressantes. Puis c'est de ça que je veux parler avec Maude. Parce que Maude, pour écrire un livre comme ça qui est rempli d'enseignements, il faut quand même faire un chemin. Il faut faire des lectures. Donc, pour arriver à faire ça, là, écrire un livre comme ça, tu as dû quand même t'inspirer de toutes sortes de situations, de toutes sortes d'enseignements. Donc, peut-être commencer avec ça. Alors, c'est vrai que ce livre, c'est 25 ans de recherche, 25 ans de lecture, 25 ans de voyage. Oui. C'est pas un seul voyage, mais vraiment les clés que je donne dans ce livre, c'est des clés qui ont vraiment révolutionné ma vie et qui sont assez simples, finalement, parce qu'on est dans une éducation, on est dans un concept, dans un moule qui fait qu'on s'écarte un peu de notre humanité. Et la joie, qui n'est pas le plaisir, hein, la joie c'est un état, une émotion, l'état de bonheur en fait, qui serait du cumul de joie, chacun peut le reconnecter. Et l'idée de ce livre, à travers toutes les clés que je développe, c'est de se rendre compte qu'on est la fille de, le fils de, la mère de, le père de, l'employé de, le dirigeant de, mais finalement qui on est vraiment, on ne le sait plus. On s'est un peu perdu en route et quand on lâche un peu tous ces rôles, tous ces manteaux et qu'on se dénude finalement, on retrouve notre essence. Et ces clés-là, à travers ce voyage au Népal, j'avais envie de ce décor de Népal parce que c'est déjà un très beau voyage que j'ai fait, mais voilà, d'apporter ces clés à travers un cadre qui s'y prête bien. Voilà, et alors, voilà que Maëlle, c'est ça, navigue dans le Népal, navigue dans toutes sortes de... Voilà, les Annapurna, c'est magnifique et tout ça. Elle est
entre en contact avec différentes personnes. Et ce que j'aime du livre, c'est que c'est progressif, les enseignements. Donc, vous allez voir, tout à l'heure, on va parler d'une chose, mais on va commencer avec les premiers éléments, justement, de cette prise de conscience que tu nous invites à faire à toutes sortes de plans, en parlant d'emblée beaucoup de ces deux actions là, que nous pouvons poser, qui sont soit une route vers l'amour, soit une route vers la peur. Donc, j'aimerais ça que tu expliques ça, parce que ça, c'est profond et pourtant très simple à comprendre. Ça, c'est un choix qu'on a à chaque seconde. Oui. Je dis bien un choix parce que dans un choix, dans ce choix-là, et dans la vie, on n'a qu'un choix, deux voies. Soit l'amour, et quand on parle d'amour, c'est pas d'aimer en général, c'est l'amour au fond, soit l'amour avec un grand A, ou la peur. Et la peur, c'est ce qui nous retient, ce qui nous contracte, ce qui nous jalouse, tous ces actes, toutes ces pensées qui font qu'on n'est plus au bon endroit, on ne peut plus ressentir cette joie, on n'est plus dans l'instant présent. La peur, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Et s'il m'arrivait ça, et si ma société ceci, et alors que tout va bien pour l'instant, mais non, mais si ça n'allait plus, etc. Et là, on bascule vers la peur. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand on comprend qu'on a ce choix, d'être dans l'amour, c'est-à-dire dans l'amour de l'autre, dans l'amour dans la foi de ce qui va se passer, de ce qui va arriver, dans la confiance dans la vie, aux autres aussi, alors on se rend compte qu'on n'a plus ces peurs-là. Et on peut prendre des bonnes décisions. Et pour moi, ça a été révélateur dans l'entreprise, parce qu'en entreprise, on sait bien, quel que soit notre niveau, mais quand on devient dirigeant peut-être encore plus, mais quand même, quel que soit notre niveau, dans l'entreprise, on a des choix à faire. Et quand on se responsabilise et qu'on les fait dans cet état d'amour, hein, encore une fois, c'est vraiment un état, soit de peur ou d'amour, eh bien, il se passe quelque chose de très différent parce qu'on est aligné avec ce qu'on va faire. Le gros inconvénient de ça, c'est qu'on se responsabilise complètement et on ne peut plus dire « Ah, c'est la faute d'un tel ou un tel ». Exact. Et c'est toute la difficulté de ce pourquoi on ne le fait pas toujours, parce qu'il nous faut toujours un responsable. Et ça, c'est l'ego qui a besoin de ça. C'est pas nous, au fond de nous. Non. Ben alors justement sur l'ego. L'ego, je pense que, tu sais, on parlait tout à l'heure de Serge Marquis qui a écrit beaucoup sur l'ego. Les gens commencent à s'initier à cette idée-là qu'effectivement, l'ego, on en a tous un. Mais tu en parles beaucoup. Qui est très présent. Et tu fais vivre des expériences à Maëlle pour qu'elle le découvre, cet ego-là. Donc, est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet-là, l'ego? Comment, tu vois, j'avais trouvé une citation ici qui explique, qui donnait des trucs justement pour contrer l'ego. C'est Jason, je pense, qui parle avec Maëlle, qui dit, pour prendre conscience du pouvoir de l'ego, il donnait 3 trucs. Il disait, dans les prochaines 24 heures, concentre-toi sur 3 idées suivantes. Observe tes pensées, tes intentions et tes volontés et tente d'établir si elles viennent du cœur ou de l'ego. Donc, amour, de l'amour ou de la peur, bien sûr. Donne aux autres ce que tu veux recevoir. Donc, traiter autrui, comme on a montré, des sourires, des pensées, des douces pensées, du temps de l'écoute, de la compréhension, et partage ce que tu aimes. Et 3, observe que tout ce que tu donnes à l'autre, tu le donnes à toi-même, car nous sommes interconnectés. Puis ça, on va revenir à ça tout à l'heure. Donc, l'ego, c'est vraiment un des grands apprentissages que Maëlle fait. Elle en avait besoin. Oui, parce que le problème de l'ego, et on en a tous, et heureusement, c'est aussi ce qui nous préserve. On a le sentiment que grâce à ça, on est en sécurité. Le problème de l'ego, c'est qu'il nous met des lunettes devant les yeux et il nous trompe la réalité. Il nous donne une réalité auquel on croit, mais qui n'est pas juste. Un peu comme quand on rêve la nuit ou qu'on cauchemarde, on se réveille le matin, on est en sueur parce qu'on a été poursuivi, par exemple, toute la nuit, et on a l'impression que c'est vrai. Et si on ne nous avait pas réveillés, on se dirait, mais oui, je l'ai vécu pour de vrai, je suis prête à mettre ma tête sur le billot, que c'est la réalité. Et puis quand on se réveille, on se dit, bah non, c'était pas la réalité. Exact. Et l'ego, dans notre quotidien, nous fait croire qu'on voit les choses d'une certaine façon, donc que l'autre est un danger, qu'on a une sécurité contre l'autre. Tiens, si tu me fais telle remarque, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Mais la réalité, c'est pas ça du tout. La réalité, c'est que chacun a son spectre et sa façon de voir les choses. Et notre ego ne nous protège pas, au contraire, il nous distancie de l'autre. Et bien sûr, parce que si on faisait mourir notre ego, alors
on comprendrait bien qu'on n'est pas déconnectés les uns des autres, et que même on n'est qu'un, et la recherche nous amène à ça, on en parlera, mais la recherche nous amène à ça, sauf que pour notre ego, c'est pas possible, parce que moi je suis unique, toi tu es unique, si on fait taire ça, l'ego meurt, et là on retrouve cette interconnexion. Donc l'ego, c'est cet état de peur dans lequel il faut toujours se défendre, soit en attaque, soit en défense. Dans une discussion, l'ego veut avoir raison. On ne parle pas pour être dans l'amour ou pour faire avancer les problèmes. Non, non, on parle pour avoir raison. Tiens, tu me poses une question, hop, qu'est-ce que je vais faire pour avoir raison? Non, dès qu'on lâche ça et qu'on vient dans cette interconnexion, alors on vient en lien avec l'autre et on n'est plus, on ne cherche plus à avoir raison. Exactement. Encore une fois, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans le livre, donc Maëlle va être confrontée à toutes sortes d'épreuves, entre guillemets. À un moment donné, c'est traverser un pont, les épreuves, de dépasser ses peurs. Elle va, justement, avec la rencontre de Matteo, qui devient un amour presque un coup de foudre. Elle qui s'était fermée, justement, dans son quotidien à tout amour, parce qu'elle avait ses peurs, elle avait déjà assez souffert. Puis elle avait déjà connu des gars qui lui avaient fait ceci, cela, donc tout le passé qui prenait bien plus d'importance, mais qui, avec Jason, d'autres personnages comme Shanti, est confronté, c'est ça, à ses limites, à ses peurs, prend conscience de certaines choses, et on chemine doucement dans cette histoire-là, mais chaque enseignement, je veux dire, il y a de la neuroscience dans ce que tu nous dis. Il y a de l'enseignement spirituel / bouddhiste. Il y a également des nouvelles dimensions que j'ai trouvé que tu avais eu le courage d'amener et que tu viens d'énoncer. C'est que pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire « nous sommes un », c'est tout un processus. Et je trouve que ton livre nous fait cheminer doucement. Regardez, voici un constat. Voici un constat. Et là, elle apprend doucement, parce qu'elle fait ça dans 10 jours, son voyage, quelque chose comme ça. Donc, elle vit toutes sortes de choses, toutes sortes d'apprentissages, mais elle arrive à la fin du livre, on est rendu dans cette dynamique-là. Puis, même pour des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas l'habitude de lire des livres plus spirituels, on comprend. Ça saisit ça, et j'aimerais ça qu'on parle, parce que cette notion-là, tu nous as déjà fait référence, nous sommes un, ça sort d'où? Parce que là, comme tu l'expliquais quand on parlait avant, c'est plus juste du flou-flou, c'est pas juste du flafla. La science maintenant. C'est que la science le confirme, puis j'aimerais ça que tu donnes des exemples, parce que tu en donnes dans le livre. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant, parce que, bon, moi, ça fait des années que je travaille sur ce sujet, parce que c'est ce que je ressentais, mais c'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre. Alors, à comprendre beaucoup moins maintenant qu'on a la science pour nous aider. Oui, exactement. Mais c'est un peu comme à l'époque où on a trouvé que la Terre était ronde. Oui. Pour l'ego, c'est juste impossible. D'ailleurs, même aujourd'hui, d'imaginer que la planète est perdue dans l'univers, qu'on est sur une planète ronde, qu'on tient... Non, pour nous, pour l'ego, la planète est plate. On le sait psychologiquement, mais on peut pas l'intégrer, parce que sinon, on aurait peur, on est perdu dans un univers gigantesque. C'est la même chose ici. La science aujourd'hui, et grâce à des méthodes, aussi bien dans la chimie que dans la physique quantique, là où la physique classique avait ses limites, on peut observer avec des instruments que si on rentrait tout en détail de la matière, et ça c'est prouvé maintenant scientifiquement. C'est ça, c'est pas du flafla, c'est des faits. C'est des faits, on peut prouver que par ces instruments qu'on est fait quasiment que de vide. Et la chimie est assez précurseur sur le sujet, parce qu'on le sait bien, notre corps, c'est un ensemble de cellules. Et les cellules, c'est quoi? C'est composé d'atomes. On sait très bien qu'on est composé quasiment que d'eau. L'eau, c'est une composition d'atomes, H2O. Et un atome, c'est quoi? C'est vraiment un noyau, un cœur très très petit, avec des électrons qui tournent autour. Et on sait mesurer aujourd'hui que la distance entre le noyau et l'électron, c'est la même proportionnellement que la Terre au Soleil. Ça veut dire que ce noyau tout petit et des électrons autour, la distance, c'est que du vide. On est composé à 99,99999% de vide. Et qu'est-ce que c'est ce vide? Exact. Qu'est-ce que c'est ce vide? Et aujourd'hui, la science sait nous dire, même si on est encore dans ces recherches-là, que ce vide, c'est une conscience intelligente, un vide intelligent. Oui.
si on regardait au micro-macroscope ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on verrait même entre nous avec le canapé, la chaise, la caméra, etc. Là, on sent que c'est la matière. Nous, notre ego dit bah oui, c'est le canapé, toi c'est toi, moi c'est moi. Absolument. Mais si on voyait ça macroscopiquement, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait un ensemble d'électrons avec une masse un peu plus forte là qui vibre, une masse un peu plus forte là qui vibre, une masse ici. Mais la réalité, c'est que ce ne sont que des électrons autour de ces noyaux. Ça, c'est un des aspects de cette réalité qui est prouvée maintenant scientifiquement. Je trouve que c'est important de commencer à comprendre, de s'initier, entre guillemets, parce que l'autre élément de ça, tu me corrigeras, tu connais mieux ça que moi, c'est que nous sommes énergie. Okay? Nous sommes que cette barre. Alors, c'est pas tant le vide que le fait que nous sommes énergie. Exactement. Et que nous sommes dans une énergie commune. Et ça peut paraître flyé, vous connaissez l'expression québécoise, un peu... flyé, ça veut dire que c'est au-delà de la norme, hein, ça nous amène à un autre espace. Et pour beaucoup de gens, je pense qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça aurait été discrédité, mais là, avec l'appui de la science qui nous mène vers ça, je pense que ton livre est une belle façon d'amener le sujet, puis je t'en félicite pour ça. Donc, préparez-vous à découvrir des choses, certaines choses qu'on connaît déjà. Et puis qu'on ressent, c'est-à-dire que intellectuellement, c'est ce que m'envoient les lecteurs, c'est-à-dire qu'ils me disent, c'est fou parce que intellectuellement, on ne le sait pas forcément, mais le corps le sait, l'intuition le sait, le cœur le sait, et tous me disent, mais tous les lecteurs, mais 90% des lecteurs dans leur message me disent, mais j'aurais tellement voulu écrire ce livre, c'est exactement ce que je ressens et j'aurais jamais pu le faire. Donc je sais qu'ailleurs, on le sait au fond. On n'apprend rien, on le sait tout ça au fond. C'est juste une remise puis c'est l'histoire, c'est une histoire très douce. Comme je disais, Maëlle qui rencontre des gens, son interaction, il fait prendre conscience de certaines choses, comment elle réagit émotivement, la peur, l'amour, etc., etc. Donc moi, c'est cette notion-là d'amener une première introduction très bien faite sur cette notion que nous sommes un. Je trouve ça vraiment intéressant. Et ton livre aussi, il donne des trucs, j'ai mentionné tantôt les petites choses qu'on peut faire, mais il y a des clés de transformation, il y a des clés qu'on peut utiliser. Ça, c'est Jason et Shanti qui nous font découvrir ces leçons-là. Donc, en lisant le livre, on va découvrir des clés. Je ne sais pas si tu veux, il fait référence rapidement. Oui, en fait, il y a effectivement plusieurs clés. Moi, l'idée de ce livre, c'est de proposer je demande au lecteur de ne rien croire, juste d'essayer. C'est ça. Et quand on essaye, on s'aperçoit que, mais bien sûr, pourquoi ça marche? Mais ça marche pas une fois sur 10, ça marche 100 fois sur 100. C'est-à-dire que là où on met notre intention, l'énergie suit. Et ce livre est pour le coup la pratique de la théorie, puisque moi je viens pas du tout du monde de l'écriture, de quoi que ce soit, et je l'ai écrit pour mes amis. Donc j'en avais tiré une centaine de copies, j'ai été voir un imprimeur, et ils ont eu envie de le porter. Ils m'ont demandé, mais il faut que tu en tires plus, je veux pouvoir l'offrir. C'était des amis, voilà, je vous l'offre, vous n'aurez qu'à le prêter. Non, on veut l'offrir. Et ils l'ont offert, donc j'en ai tiré 500, qui sont devenus 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs ont commencé à s'intéresser au livre. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que là où vous avez envie d'offrir quelque chose, et c'est une des clés aussi, c'est que quand on se tourne vers les autres, on connecte cette joie et qu'on a envie d'apporter aux autres. Donc quand on fait quelque chose qui est aligné avec nous, mais vraiment avec notre intuition qui est d'écrire ce livre, c'était vraiment une intuition pour moi de partager ces clés avec les gens que j'aime. Et bien qu'est-ce qui se passe quand on est aligné? Tout le reste suit, là où on vous dit non, mais tu ne trouveras jamais un éditeur, je n'en cherche pas, juste pour vous l'offrir, parce que on n'est plus au même endroit. Et une des clés, c'est de comprendre que voilà, quand on fait les choses pour soi, en phase avec soi, et pour aider les autres, alors toujours, tout l'alignement se met en place, et encore une fois, là on met son énergie, son intention, l'énergie suit. Donc dans cette histoire d'unicité, c'est aussi de tester que quand on fait du mal à l'autre, on se fait du mal à soi. Quand au contraire, on apporte à l'autre, quelque part, on ressent la joie. Voilà, tous ces étapes de vie qui font que finalement, en changeant son état d'esprit, on recrée son cerveau, une nouvelle philosophie, et là, on s'aperçoit que tout arrive. Elle le dit ici,
Nous entrons dans une ère inédite, celle de l'énergie pure, le chant des fréquences supérieures. Dans cet espace, notre âme prend le dessus sur nos automatismes et déprogramme une à une nos cellules avec de nouveaux codes qui nous libèrent des mémoires polluées. Nous parvenons à une autre compréhension. Nous expérimentons l'unité dans une dimension vibratoire unique en comprenant que la dualité n'est qu'illusion. Nous commençons à tester une forme de communication novatrice, l'intuition où les pensées se manifestent en connexion avec l'énergie universelle. Donc, en langage québécois, c'est un peu flyé, mais je vous encourage à y penser parce que, juste un aparté là-dessus, je ne sais pas si vous devez connaître Yuval Noah Harari, qui a écrit là, Sapiens, puis Homo Deus. Il en parle aussi, lui, dans le sens dans le sens que on entre dans une autre dimension. Si nous, on est habitué de voir la vie en 3D. En 3D. Hein? Ouais. Peut-être pas dans ma génération, parce que j'ai les cheveux blonds, mais peut-être que oui, je ne sais pas. Mais qu'il va y avoir des nouvelles dimensions. Ces dimensions-là sont à l'intérieur, certaines en tout cas sont à l'intérieur de nous. Donc, prenez le temps de découvrir ce savoir. Puis, c'est comme tu dis, c'est basé sur la science, c'est pas juste... Mais j'allais dire, même au-delà de la science et de l'intellectuel, l'intellect qu'on peut poser, quand on parle d'intuition ici, je pose la question, même en conférence, qui a déjà eu de l'intuition? Même si on ne l'écoute pas, 100% des gens répondent oui, bah oui, tout le monde a déjà eu de l'intuition. Absolument. Et l'intuition, d'ailleurs, c'est une phrase de d'Anne Baratin, une citation d'Anne Baratin, un auteur du 19e siècle, qui dit que l'intuition, c'est un éclair que Dieu nous prête. Okay. Et ça, je trouve ça magique parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire quand tout projet, tout rêve commence par cette intuition. Et après, on met ça de côté parce qu'il y a les peurs, les freins, etc. Mais oui, c'est une dimension qu'on ne peut pas expliquer dans notre 3D. On va chercher quelque chose au-delà de nous, dans ce que j'appelle l'espace de tous les possibles. Et quand on connecte ça, et en entreprise, c'est fondamental. Si vous restez dans un carcan de 3D avec uniquement ce qui est connu, on ne fera jamais de la recherche, on ne fera jamais autre chose. On reste dans cette zone de confort. Et ces relations en entreprise, et ces décisions aussi en entreprise, quand on va connecter ces dimensions parallèles, qui existent déjà, sauf qu'on n'en fait pas cas, mais quand on va connecter une de ces dimensions, qui est l'intuition, tous les dirigeants au monde, les grands dirigeants vous diront, mais c'est impossible de gérer une entreprise, de manager les gens sans connecter cette intuition. Ça me permet de souligner, comme je te le mentionnais tantôt, le livre sur l'intuition de Ginette Gagnon, une Québécoise qui a écrit un livre qui s'appelle L'intuition et qui, justement, prouve ça dans sa recherche, que les grands dirigeants qu'elle a interviewés se fient à leur intuition. Donc, c'est pas, ça non plus, c'est pas du flafla. Donc, pour clore, encore une fois, Maud, je te félicite. C'est un premier roman. Hein? C'est un premier roman. Donc, c'est parce que, regarde, moi, c'était pas mon genre de lecture a priori, mais l'écriture est très belle, ça se lit très bien, les personnages sont très bien développés, c'est un beau roman à lire. Donc, ce qu'on a donné comme des enseignements qui viennent avec, c'est pour votre considération, mais c'est une belle histoire d'amour. Il y a la découverte, justement, de la culture népalaise qui est tellement opposée à la note. Et je voulais lire là-dessus, peut-être pour montrer comment nous, en Occident, notre système est basé, c'était quel... ici. Ou est-ce qu'eux, parce qu'ils n'ont pas le matériel, reviennent aux valeurs de compassion, d'empathie. Qui sont nos valeurs à tous. Oui. Qui sont nos valeurs à tous, sauf qu'on s'en est un peu éloigné parce que justement, on nous apprend autre chose et on a le sentiment qu'exprimer des émotions, exprimer des sentiments, exprimer qui l'on est, finalement, c'est pas juste. Et alors que la réalité, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on pense et tout ce qu'on fait, nos actions, ne sont faites que pour une chose, aimer et être aimé. Ça, c'est vrai. Et donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on achète, c'est juste pour être aimé. Et on a le sentiment qu'on ne peut pas être aimé pour ce que l'on est. Alors on se cache à travers tous ces rôles, à travers tous ces apparats. Là où, justement, l'instant présent et la joie, c'est d'aller connecter cet amour profond qui fait que quand on devient authentique,
ça nous ramène à notre humilité. On n'est pas sur un piédestal, mais on devient authentique. Alors on peut être aimé juste pour ce qu'on est, c'est-à-dire notre petit bout d'humanité. Et c'est dans ce rôle-là, dans cette vérité-là, qu'on peut connecter cette joie et ces relations humaines qui n'ont plus rien à voir avec notre ego qui essaie de prouver et nous cacher de ce que l'on est, alors, parce qu'on a toujours ces freins, ces hontes, et on porte des costumes pour se faire croire. Et qui grande source d'insatisfaction, de déception, etc. Donc, je pense que vous avez compris que c'est un bon livre. On va terminer sur pourquoi le titre, Kilomètre Zéro. Tu l'expliques dans le livre. C'est exactement l'instant où tout commence et tout s'achève dans la même seconde, puisque le passé n'existera plus jamais. Oui. Le futur n'existera jamais, par excellence, parce que c'est du futur. Le seul moment qui existe, c'est l'instant présent, et là déjà c'est passé. C'est cette seconde-là, et pour vivre la seconde d'après, il faut rendre la précédente. Kilomètre zéro, c'est l'instant où tout commence et tout finit à chaque instant. Alors, bonne continuation. Merci à toi. Je sais que tu connais un très bon succès. On t'en souhaite un grand au Québec. Maude Ankawa, Kilomètre Zéro, publié par la maison d'édition Édito, disponible certainement dans tous les grands libraires au Québec. Et tu vas donner des conférences ici. Oui, ce soir d'ailleurs dans la librairie Pauline, mais aussi au Palais des Congrès samedi. Je serai en présence de Christine Michaud et Eric Emmanuel Schmitt. C'est une grande journée d'inspiration sur honorer la vie. Et je fais effectivement une conférence d'1 heure au Palais des Congrès. Voilà, tout ça pour vous. Merci infiniment à vous.